Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'un principe qui est parfois un petit peu difficile à comprendre et surtout qui fait excessivement peur, qui est l'approche des troubles acido-basiques par le principe du concept de Stewart. Cette approche est pourtant essentielle à comprendre lorsque l'on travaille sur des patients de réanimation. Et donc l'objet de ce topo sera de dédramatiser finalement ce concept de Stewart en montrant qu'il n'est pas si difficile à comprendre que cela, et surtout essayer de vous convaincre qu'il est totalement adapté à notre univers de réanimation. Je pense que traditionnellement, dans vos services, vous utilisez cette approche classique d'Anderson-Hasselbalch, très facile à utiliser au lit du patient, qui repose sur deux paramètres totalement indépendants, que sont le bicarbonate et la PaCO2. En effet, il est très facile d'interpréter un trouble acido-basique au lit du patient. Lorsque le bicarbonate augmente, on parle plutôt d'alcalose métabolique. Lorsqu'il diminue, on parle plutôt d'acidose métabolique. Ou lorsque la PaCO2 va avoir tendance à monter, on parlera plutôt d'acidose respiratoire. Et lorsqu'elle va avoir tendance à diminuer, on parlera plutôt d'alcalose respiratoire. C'est vrai, c'est facile à utiliser, uniquement deux paramètres, mais souvent lorsque c'est trop facile à utiliser, c'est souvent faux. Et en effet, on peut apposer différentes limites à l'approche traditionnelle d'Anderson-Hasselbalch. La première limite, c'est que l'on parle d'indépendance des paramètres qui sont classiquement utilisés. Or, les bicarbonates et la PaCO2 sont deux paramètres qui sont reliés l'un avec l'autre. En effet, lorsqu'un bicarbonate rencontre un proton, il va former ce qu'on appelle l'acide carbonique, et cet acide carbonique va former lui-même du CO2 et de l'eau. Et vous voyez bien ainsi que le taux de CO2 et le taux de bicarbonate sont dépendants l'un de l'autre. Donc la dépendance de ces paramètres est totalement présente. Deuxième problème, on parle dans l'approche traditionnelle d'Anderson-Hasselbalch des tampons bicarbonate, mais on sait très bien que dans l'organisme, il existe d'autres tampons qui sont présents, comme par exemple l'hémoglobine ou les protéines, qui vont avoir un pouvoir direct sur le trouble acido-basique de votre patient. Et donc, l'approche traditionnelle ne tient pas compte de ces paramètres-là. Troisième élément, les acides faibles. Il existe à l'intérieur de notre plasma des acides qui sont dits moins importants, plus faibles que les acides traditionnels que l'on peut évaluer par l'approche classique d'Anderson-Hasselbalch. Et la question est de savoir si ces acides faibles n'ont pas vraiment un impact important sur le trouble acido-basique. Face à toutes ces limitations, eh bien, différents concepts ont été proposés, avec en particulier le base-excess ou le standard base-excess, très utilisé dans les pays anglo-saxons, développé par Sigart Andersen, et puis un autre concept qui là est totalement différent, qui est un concept basé sur de l'électrochimie, développé par Stewart. Stewart, c'est cet homme, représenté sur cette diapositive, qui a développé ce concept récent, puisqu'il date des années 70, où cet homme a publié un traité basé sur une loi fondamentale qui est le degré de dissociation de l'eau. Ce degré de dissociation de l'eau repose sur trois lois, principes, qui sont tout d'abord la dissociation électrochimique de l'eau, c'est-à-dire que l'eau est capable de former des protons et de l'OH-. La loi de conservation de masse qui nous dit que la concentration en protons par la concentration en OH- est une constante. Et la troisième loi, qui est la loi, je dirais, essentielle dans l'approche de Stewart, qui est l'électroneutralité du plasma, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du plasma, la somme des cations est égale à la somme des anions. Donc, lorsque vous faites une approche d'un trouble acido-basique par le principe de Stewart, vous n'allez plus vous baser sur deux paramètres comme c'était classiquement utilisé par l'Anderson-Hasselbalch, mais par trois variables. Ces trois variables sont premièrement la PaCO2, paramètre que l'on mesure de la même manière dans l'Anderson-Hasselbalch, qui est le système ouvert via la ventilation, avec les variations de PaCO2 qui vont varier soit vers l'acidose, soit vers l'alcalose. Le deuxième paramètre qui va rentrer en jeu, la deuxième variable, c'est ce qu'on appelle le strong ion difference, ou la différence en ions forts, on dit également SID pour strong ion difference, ou DIF
pour différence en ions forts, dont nous allons parler dans les prochaines diapositives. Et le troisième élément, c'est le contenu en acide faible. Et donc vous voyez très bien que ce concept de Stewart tient compte de ce contenu en acide faible, ce qui n'était pas le cas dans l'approche traditionnelle d'Anderson-Hasselbalch. Avant de vous parler de ce fameux Strong-Ion différence, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le plasma, il existe deux types d'ions. Les ions dits forts qui sont totalement dissociés, quel que soit le pH de la solution, le chlore, le sodium, le calcium, le magnésium, et des ions dits faibles, dont la dissociation va dépendre du pH de la solution. Dans le plasma, on retrouve typiquement dans ce type d'ion les bicarbonates, l'albuminate et le phosphate. Si vous tenez compte de la loi fondamentale dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est la loi d'électroneutralité, nous allons faire un petit peu de mathématiques pour calculer ce SID. Si on parle de loi d'électroneutralité, ça veut dire que la somme des charges positives est égale à la somme des charges négatives. On peut donc écrire de manière mathématique que la somme des cations, c'est égal à la somme du sodium, plus le potassium, plus le calcium, plus le magnésium, plus les protons. Alors que la somme des anions, c'est égal à la somme du chlore par les anions indosés, plus les bicarbonates, plus albuminate, plus phosphate. Vous voyez sur ma diapositive que j'ai utilisé un code couleur avec en noir les ions forts et en bleu clair les ions faibles. Et donc vous voyez bien qu'il n'existe pas de cations faibles, mais par contre il existe des anions faibles. Et donc on peut écrire que la somme des cations forts est égale à la somme des anions forts plus la somme des anions faibles. Et si vous voulez calculer ce qu'on appelle la Strong-Ion différence, la différence en ions forts, c'est égal à la somme des bicarbonates plus l'albuminate plus le phosphate. On définit ainsi ce que l'on appelle le SID effectif, qui est égal au bicarbonate plus l'albuminate plus le phosphate. Par l'intermédiaire des smartphones que vous utilisez maintenant au lit de vos patients, l'albuminate peut être facilement calculé comme le produit de l'albumine par cette formule dépendant du pH de la solution. De la même manière, le phosphate peut être calculé par le produit du phosphore par la formule tenant compte du pH de la solution. On définit donc ainsi ce qu'on appelle le SID effectif. Si vous voulez passer par une manière non mathématique pour calculer ce SID, vous pouvez également le calculer directement à partir de la différence entre les cations et les anions. Et donc vous allez mesurer ce que l'on appelle le SID apparent de votre solution. Vous voyez que le SID effectif et le SID apparent sont des paramètres qui sont légèrement différents, dépendant de la concentration en anions indosés. Cette différence entre SID apparent et SID effectif est qualifiée de Strong Ion Gap ou SIG. Ce SIG représente en fait une valeur que l'on connaît lorsqu'on s'intéresse à l'interprétation des troubles acido-basiques par le principe traditionnel d'Anderson-Hasselbalch, qui est le trou anionique. Vous voyez que finalement, le SIG correspond à un trou anionique corrigé par la valeur de l'albumine. Et effectivement, lorsque l'on compare, comme ça a été réalisé dans cette étude publiée il y a quelques années dans Critical Care, le SIG avec le trou anionique corrigé tenant compte de l'albumine comme représenté sur la formule ci-contre, eh bien, on a une excellente corrélation entre ces paramètres. Ce qui signifie que, alors que nous sommes partis de deux concepts totalement opposés, l'un partant d'une évaluation des troubles acido-basiques par les bicarbonates et la PaCO2, et l'autre basé sur les variations électrochimiques, eh bien, nous arrivons exactement, finalement, à la même conclusion et à la corrélation de ces paramètres-là. Si l'on revient sur le SID, ce SID peut varier. Il peut varier soit en augmentant, soit en diminuant. Si le SID augmente, on va parler d'alcalose. Ceci peut être dû soit par une augmentation des cations ou
par une diminution des anions. À l'opposé, si le SID diminue, ça peut être dû soit à une diminution de la charge en cation, soit à une augmentation de la charge en anion. Et on se dirige donc dans ce cas-là vers plutôt une acidose. La diapo principale de mon diaporama est représentée ici. Elle représente l'équilibre acido-basique dans une solution interprétée par le principe de Stewart. En effet, sur le fléau de cette balance, on peut représenter les trois variables principales dont je vous ai parlé, le SID, la PaCO2 et les acides faibles représentés ici par l'albuminate et par les phosphates. Un SID normal va avoir un pouvoir plutôt alcalinisant sur le plasma, évalué à 39 milliequivalents par litre, alors que la PaCO2 et les acides faibles vont avoir un effet plutôt acidifiant sur le plasma. L'équilibre de ces forces opposées, force alcalinisante par le SID, force acidifiante par PaCO2 et acides faibles, va faire que notre pH va être maintenu comme normal. Et ainsi, on comprend bien les variations que l'on peut observer suite aux variations des différentes variables que nous allons étudier. Lorsque le SID va diminuer, on va avoir soit par le fait d'une hyperchlorémie, ou par le fait d'une hyponatrémie, ou par une augmentation des anions indosés et donc du SIG, on va avoir une diminution du pouvoir alcalinisant du SID, et donc une acidose qui va se développer. De même, l'acidose peut être due soit à une augmentation de la PaCO2, et on retombe effectivement dans le paramètre traditionnel d'Anderson-Hasselbalch, soit par une augmentation des acides faibles, dont on tient compte par l'intermédiaire du Stewart. Dans le cadre de l'alcalose, eh bien, c'est l'opposé. On va avoir une augmentation de notre SID, pouvoir alcalinisant, soit due à une hypochlorémie ou par une augmentation de la natrémie. Et à l'opposé, on peut avoir une diminution en acide faible ou une diminution en PaCO2. Donc vous voyez que l'interprétation des troubles acido-basiques n'est pas si compliquée que ça lorsqu'on prend cette approche de Stewart. Mais finalement, la question qui se pose, c'est est-ce que ça nous apporte réellement quelque chose chez nos patients de réanimation? Pour cela, je vous propose de partir de l'histoire d'un patient que vous voyez quotidiennement dans vos réanimations. C'est un homme de 75 ans qui est venu pour une histoire de choc septique sur péritonite depuis plus de 6 heures. Il est pâle, il a une cyanose, il est polypnéique, il a une pression artérielle à 9,6, une hémoglobine, une fréquence cardiaque qui est à 110 par minute, une pression veineuse centrale qui est à 15, une diurèse qui est basse pendant les premières 2 heures, et vous lui faites un ionogramme sanguin qui retrouve une natrémie à 140, une chlorémie à 104, un potassium à 4,3, un calcium à 1,8, un magnésium à 1 et un phosphore à 0,9. Vous lui faites une gazométrie et on peut être surpris de trouver finalement un pH à 7,39, une bicarbonate à 24, une PaCO2 à 39 et un trou anionique à 12. Ce patient-là, si vous évaluez ce trouble acido-basique par l'intermédiaire de l'Anderson-Hasselbalch, vous êtes dans une situation où vous allez dire que votre patient n'a pas de trouble acido-basique puisque son pH est normal, les bicarbonates sont normaux, la PaCO2 est normale. Or, lorsque vous prenez compte de l'ensemble des paramètres que vous pouvez mesurer au niveau biochimique chez votre patient, on se rend compte que celui-ci a des lactates à 8,2 et une albumine à 10 grammes par litre. Si nous nous intéressons à l'approche pour évaluer ce patient-là, eh bien, et que nous prenons effectivement la diapositive dont je vous ai parlé tout à l'heure, représentant finalement le pH d'un plasma d'un patient comme représenté ici, eh bien, nous pouvons essayer de construire le même graphique chez notre patient. Nous allons calculer son SID, représenter sa PaCO2, calculer son albuminate et son phosphate. Si nous réalisons cette procédure, nous allons nous rendre compte que chez ce patient-là, on va avoir une diminution de son SID. Pourquoi? Parce que l'on a une augmentation de sa charge acide du fait du lactate. Donc,
on a une diminution du SID puisque les anions vont augmenter. On va effectivement avoir une diminution qui est calculée à 29 milliequivalents par litre. La PaCO2 ne bouge pas puisqu'elle était normale. Par contre, je vous rappelle qu'il y a une hypoalbuminémie qui est présente. Et donc, la force acidifiante liée à l'albuminate va être diminuée. Et comme nous avons deux forces opposées qui diminuent dans le même temps, nous avons un pH qui va être donné comme normal, alors que ce patient a ce qu'on appelle un trouble complexe associant une alcalose hypoalbuminémique associée à une acidose hyperlactatémique. Et l'approche de Stewart est une des seules qui nous permet d'avoir une interprétation correcte de ce trouble acido-basique que nous aurions interprété comme normal par l'approche d'Anderson-Hasselbalch. Cette approche est assez, ces erreurs sont assez classiques dans la littérature, puisque un travail réalisé par Fenkel avait montré que on se trompe dans à peu près 17% des cas lorsque l'on utilise le principe d'Anderson-Hasselbalch chez des patients de réanimation, 152 patients qui étaient inclus, en utilisant le principe traditionnel d'Anderson-Hasselbalch. Tout simplement parce que la majorité des patients a une hypoalbuminémie très sévère qui est présente, puisque dans son étude, 96% des patients avaient une hypoalbuminémie. Dans une série que nous avions conduite dans notre service, nous arrivions en moyenne à 30% d'erreurs lorsqu'on utilise Anderson-Hasselbalch. Et c'est effectivement ce qui a été rapporté dans une autre revue de la littérature, dans une autre revue, dans l'étude clinique, italienne, qui retrouve que chez à peu près un patient sur 3, on se retrouve à faire une mauvaise évaluation du trouble acido-basique en utilisant le principe d'Anderson-Hasselbalch. Deuxième élément pour lequel il est essentiel de pouvoir interpréter et utiliser et comprendre le Stewart, c'est que l'on utilise en réanimation des produits qui vont avoir un réel impact direct sur un trouble acido-basique. Un exemple typique est le remplissage vasculaire. Prenons l'exemple d'un homme de 70 kg chez qui nous allons calculer le nombre de molécules de sel et le nombre de molécules de chlore dans son organisme. En conditions physiologiques, son pH est à 7,39, son SID est à 40, sa concentration en sel est à 140 milliequivalents par litre, sa concentration en chlore est à 100 milliequivalents par litre. Sachant que c'est cet adulte de 70 kg, on a à peu près 60% de volume de distribution, on peut calculer que le nombre de molécules de sel dans 42 litres est égal à 5880 milliequivalents, et de chlore 4220 milliequivalents. Chez cet homme, nous allons faire passer 10 litres de sérum physiologique. 1 litre de sérum physiologique contient 154 millimoles de sodium et 154 millimoles de chlore. Si vous rajoutez ces éléments à votre contenu en sel et à votre contenu en chlore, vous pouvez calculer, en divisant par le volume global correspondant au volume de votre patient, plus les 10 litres qui ont été rajoutés, soit 52 litres, que la concentration en sel chez ce patient est de 142,7 milliequivalents par litre, alors que la nouvelle concentration en chlore que vous allez obtenir est à 110 milliequivalents par litre. Vous voyez donc que le delta en termes de sel est très petit, 2,7, par rapport au delta en chlore, qui lui va être à plus de 10. Donc vous voyez bien qu'on a une augmentation de chlore qui est plus importante que l'augmentation de sel. Ainsi, on va avoir une diminution de notre SID, et c'est de cette manière que l'on arrive à expliquer assez finement le principe d'acidose hyperchlorémique que l'on peut rencontrer chez nos patients qui sont soumis à des remplissages importants en sérum physiologique. On peut représenter de manière différente ces variations en chlore et ces variations en sel chez nos patients. Vous voyez ici en abscisse le nombre de litres qui sont passés de sérum physiologique et l'évolution de la natrémie et de la chlorémie. Vous voyez que la pente d'augmentation de la natrémie est nettement moins aiguë que la pente de la chlorémie chez nos patients. Donc la chlorémie va monter de manière beaucoup plus rapide lorsque l'on va faire passer du sérum.
Ces éléments ne sont pas anodins, puisque dans une étude qui date de maintenant quelques années, où à l'époque on faisait beaucoup de remplissage par sérum physiologique, eh bien on se rend compte que on retrouvait chez à peu près 76% de nos patients cette acidose hyperchlorémique au cours des 24 premières heures chez nos patients. Le moyen de lutter contre ça, c'est d'utiliser maintenant des solutés balancées, solutés qui sont définis selon le principe de Stewart. En effet, un soluté balancé est un soluté dont le SID à l'intérieur de la solution est supérieur à 24 milliequivalents par litre. Et donc, dans votre pharmacopée, dans vos services, vous utilisez des produits qui vont être définis selon un SID. Je vous en ai mis quelques-uns sur les diapositives suivantes, où vous voyez qu'on a des solutés cristalloïdes balancés et des solutés colloïdes qui peuvent être balancés ou non balancés selon le SID de la solution. Et donc vous comprenez bien que si vous ne comprenez pas le Stewart, vous allez utiliser des produits qui vont risquer de créer de l'acidose et de l'acidose hyperchlorémique, tout simplement parce que le SID n'est pas adapté. Vous savez également que dans nos services de réanimation, à partir des dernières recommandations KDIGO ou à partir des dernières RFE sur l'épuration extra-rénale, le citrate est la technique de référence pour faire de l'anticoagulation régionale sur technique d'épuration. Si vous ne comprenez pas le Stewart, vous risquez là aussi de voir échapper ou de ne pas voir passer des complications qui sont directement liées à l'utilisation du citrate. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous faites du citrate à votre patient? Vous allez donner des molécules de citrate, mais ce ne sont pas des molécules de citrate, ce sont des molécules de citrate trisodique. C'est-à-dire qu'à chaque molécule de citrate, vous allez donner 3 molécules de sel. Lorsque ce citrate va être en contact avec le plasma de votre patient, il va chélater le calcium. Pour chélater le calcium, il va libérer les ponts à l'intérieur de sa molécule pour fixer le calcium et donc libérer dans le plasma du sel. Donc vous allez libérer du sel et fixer le calcium et entraîner donc une hypocalcémie que vous recherchez pour bloquer les mécanismes de coagulation. Lorsque vous êtes dans de bonnes conditions, que votre foie qui va métaboliser le citrate fonctionne bien, vous allez être capable de métaboliser ce citrate qui va être éliminé. Par contre, lorsque vous donnez beaucoup de citrate, vous allez donc vous donner beaucoup de sel. Et donc, dans les conditions physiologiques, votre citrate va être éliminé en CO2 et être éliminé de l'organisme. Par contre, vous allez avoir une accumulation de sel à l'intérieur de votre plasma. Qui dit accumulation de sel dit augmentation du SID, qui dit augmentation du SID dit alcalose métabolique. Et donc, dans les cas de surdosage en citrate, on va avoir tendance à rechercher effectivement l'alcalinisation progressive de votre plasma. Et donc, ça sera un bon signal d'alarme. Et l'explication de l'alcalose ne pourra se faire que par l'intermédiaire de la compréhension du Stewart qui provient du fait de l'accumulation du sel à l'intérieur de votre organisme. À l'opposé, parfois, votre foie n'est pas capable de métaboliser le citrate pour une insuffisance hépatique, par exemple. Et bien, dans ces situations-là, le citrate ne va pas pouvoir être métabolisé en CO2 et être éliminé de l'organisme. On va donc avoir une augmentation des anions indosés et donc une augmentation de SIG. Cette augmentation du SIG va être associée à une diminution du SID. Qui dit diminution du SID dit acidose métabolique. Et donc, lorsque vous voyez sous citrate apparaître une acidose métabolique, eh bien, ceci est dû à un défaut de métabolisation du citrate. On a une intoxication qui apparaît. Et donc, la seule solution dans ces conditions-là, lorsqu'on voit apparaître cette acidose, c'est de comprendre qu'il faut arrêter le traitement, parce que si vous continuez à donner du citrate, eh bien, vous n'allez pas être capable de l'épurer de manière correcte. Troisième élément qui fait que le Stewart est une intéressante approche dans nos services de réanimation et que différents travaux ont montré qu'il pouvait avoir un intérêt également pronostique. Pronostic au niveau anesthésie, puisque dans cette étude réalisée en chirurgie vasculaire, qui s'était intéressée à évaluer les facteurs de risque de développer des complications de chirurgie vasculaire, eh bien, lorsque l'on compare différents paramètres, en particulier l'ISS ou le SIG,
eh bien on se rend compte que le SIG a, comme vous le voyez sur ces courbes de ROC, une excellente valeur prédictive en termes de détection des complications vasculaires majeures post-opératoires. Ce qui est vrai en anesthésie est également vrai en réanimation, comme dans cette étude qui s'était intéressée à l'évaluation du SIG ou du SID, qui retrouve là aussi une variation significative en fonction de ces paramètres-là, en termes de complications que l'on peut rencontrer dans le service de réanimation. Et lorsque l'on le compare à d'autres paramètres, comme le lactate ou le base excess, dans cette étude réalisée également en réanimation, eh bien, il montrait que le SIG était un excellent facteur prognostique dans ces conditions. Sur des patients plus particuliers, le SIG pourrait avoir également un intérêt dans l'évaluation précoce des patients victimes d'un arrêt cardiaque, comme rapporté ici dans cette étude de Funk il y a quelques années, qui s'était intéressé à mesurer le SIG à la phase très précoce dans les 12 premières heures et de regarder l'évolution des patients. Et il montrait effectivement une différence significative de ce paramètre en fonction de l'évolution à distance. Plus le SIG était élevé à la phase très précoce, supérieur avec un cutoff défini à 8,9, plus on avait un risque de mauvaise évolution chez ces patients. Alors, est-ce que cette approche de Stewart est une approche qui marche à 100%? La réponse est malheureusement non. Comme toutes les techniques, celle-ci a également des limites. La première limite qu'on peut lui apposer, c'est que l'indépendance de ces paramètres n'est là aussi pas retrouvée. En effet, il y a une interdépendance entre la PaCO2 et le SID. C'est ce qu'on appelle l'effet hamburger ou le shift chlorique. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un tissu respire en aérobie? Eh bien, il va produire du CO2. Ce CO2 va sortir du tissu, passer dans le plasma et aller rentrer dans la cellule, le globule rouge, où il va rencontrer de l'eau pour former ce qu'on appelle l'acide carbonique. Cet acide carbonique va donner un proton et un bicarbonate, et la cellule du globule rouge va réaliser des échanges pour rééquilibrer de part et d'autre de la membrane en faisant sortir le bicarbonate et faisant entrer du chlore du plasma. Et donc on va avoir un shift chlorure bicarbonate qui est dépendant finalement de la CO2. Et donc vous voyez bien qu'on a une interaction entre la PaCO2 qui est produite et la sonde indifférence, puisqu'on va avoir des variations de chlore à l'intérieur du plasma puisqu'il va rentrer à l'intérieur de la cellule. Donc, il y a une interdépendance entre la PaCO2 et le SID. Deuxième interdépendance entre les acides faibles et la strong indifference, ce qu'on appelle l'équilibre de Donan. Qu'est-ce que l'équilibre de Donan? L'équilibre de Donan nous dit qu'autour d'une membrane semi-perméable, on peut avoir des charges totalement déséquilibrées du fait de la concentration en protéines de part et d'autre de la paroi. Et donc, vous voyez bien qu'on peut avoir, en particulier avec l'albumine, des variations au taux d'albumine qui vont faire qu'on va avoir des variations entre ions de part et d'autre de la membrane semi-perméable qui peuvent être présentes, et donc qui signent qu'effectivement, on a une interaction entre les acides faibles totaux et le SID. Donc ces paramètres ne sont pas vraiment indépendants l'un de l'autre. Enfin, je vous ai montré que l'approche de Stewart nous permet de comprendre aisément le trouble et l'acidose hyperchlorémique. Or, cette interprétation du désordre acido-basique induit par le sérum physiologique peut être altérée et a été remis en question récemment par Gattinoni, montrant que finalement, cette action de l'hyperchlorémie sur le pH ne se retrouvait pas si on était en système dit clos, c'est-à-dire où on maintient, où on peut corriger effectivement la PaCO2. Donc la simple explication par l'évaporation de chlore est remise en question par cette approche de Gattinoni. Quel concept choisir? À l'heure actuelle, nous n'avons qu'une seule étude de grande ampleur qui s'est intéressée à ce sujet, qui est l'étude réalisée par Dubin il y a quelques années, qui s'est intéressée à comparer les approches anciennes, en particulier le base excess ou le trou anionique corrigé, et le strong ion difference, ou le strong ion gap. Comme vous voyez sur cette diapositive, ils ont regardé ça chez des patients volontaires sains. Vous voyez que la corrélation est bonne, et par la technique de Blanc-Hellman qui était utilisée, la variation est relativement faible. Le biais est relativement faible entre les deux techniques. Par contre,
sur un plus gros collectif de patients, qui était à peu près 357 patients, on se rend compte que la corrélation est relativement bonne, mais le taux d'erreur est beaucoup plus élevé dans ces conditions-là, chez les patients qui sont de réanimation. Et en moyenne, dans cette étude, il montrait que 14% des patients chez qui on diagnostiqué un trouble acido-basique avec le principe d'Anderson-Hasselbalch, eh bien nous étions faux lorsque nous utilisions le principe de Stewart. Nous passions totalement à côté de la bonne interprétation. Cette différence avait tendance à diminuer drastiquement lorsque l'on faisait attention au trou anionique corrigé et lorsque l'on comparait l'approche nouvelle avec l'approche traditionnelle corrigée par l'intégration de l'albumine, où là, nous descendons à peu près 1% d'erreur lorsqu'on utilise cette technique. Mais quoi qu'il en soit, le Stewart reste toujours supérieur à la technique traditionnelle. Que conclure de cette présentation? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne jette pas l'Anderson-Hasselbalch. Mais dans l'univers de la réanimation, où nos patients ont des troubles souvent très complexes, eh bien, on est parfois très limité sur l'interprétation des troubles. Le Stewart tient alors toute sa place parce qu'il nous permet d'interpréter de manière totalement adaptée et souvent très juste le trouble acido-basique présenté par le patient. De plus, les conditions thérapeutiques que nous utilisons dans nos services de réanimation nous amènent à comprendre ce principe de manière très importante, en particulier lorsque l'on utilise du citrate ou lorsqu'on utilise de larges quantités de sérum de remplissage. Donc vous voyez bien que cette approche de Stewart est essentielle à intégrer maintenant dans nos services de réanimation parce qu'elle nous permet de comprendre de manière beaucoup plus précise les troubles acido-basiques chez nos patients. Je vous